Nous sommes ce soir encore sur ce plateau compte tenu de ce qui prévaut sur le continent africain. Des résultats partiels ou alors provisoires en RDC, le coup d'État manqué du Gabon et la situation du maire élu au plateau dans la ville d'Abidjan, c'est-à-dire le district d'Abidjan, et aussi les décisions finales de la Cour pénale internationale concernant le procès du président Laurent Gbagbo et de son ministre Charles Blé Goudé, tout cela prévu pour ce mardi qui arrive. Alors ce soir, nos préoccupations et nos inquiétudes se situent surtout en RDC. En RDC parce qu'il y a eu des élections, il y a différents organes, c'est-à-dire le clergé, c'est-à-dire l'Église. Il y a la Commission électorale indépendante du Congo aussi. Il y a l'organe suprême, c'est-à-dire la Cour suprême. Et puis, il y a aussi les positions, pour ne pas dire les commentaires et les inquiétudes encore des candidats qui ont pris part à ces élections présidentielles en RDC. Ce qu'il s'agit de la RDC, mais en même temps que nous parlons de la RDC, nous allons évoquer ou alors mettre au grand jour des choses, pour ne pas dire les situations dans les différents pays africains qui sont en train de préparer leur présidentielle, qui sont en train de chercher à résoudre des crises préélectorales et aussi de certains candidats, pour ne pas dire certains leaders sortants, c'est-à-dire des présidents sortants, qui sont en train de tailler les constitutions ou alors les commissions électorales ou même la Cour suprême un peu à leur mesure. Si nous prenons le cas de la RDC, c'est un problème qui est posé. Et c'est une situation qui est très complexe. Et pour cela, il faut vraiment être en terre RDC pour comprendre et pour savoir de quoi il s'agit. Parce que, M. Tshisekedi, le fils de M. Étienne Tshisekedi, Félix Tshisekedi qui a pris part à ces élections présidentielles en RDC, a été annoncé gagnant par la commission électorale indépendante. Et je viens de suivre une vidéo en direct. Et c'est pour ça qu'on a accusé ce retard, parce qu'il y a deux ou trois vidéos en direct qui sont arrivées. Il y a une de Côte d'Ivoire et il y a une en RDC. Et il fallait quand même qu'on regarde ça, parce que ça vient comme les dernières nouvelles. Et si c'est d'abord la vidéo concernant la RDC, où M. Fallou, son nom déjà, M. Marcel Fayoulou, ok, M. Marcel Fayoulou dit qu'il est le vainqueur. Mais il y a une commission qui a annoncé M. Félix Tshisekedi vainqueur. Mais jusque-là, l'Église ne s'est pas encore prononcée sur les résultats. Mais M. Marcel Fayoulou annonce que l'Église connaît les résultats, mais l'Église ne veut pas les annoncer. Et tout
avant que je n'arrive en studio, il y a une marche des Congolais à Paris. Et cette marche-là, les Congolais sont en train de scander que c'est M. Marcel Fayulu qui est le vainqueur. Et qu'il faudrait qu'on respecte le verdict des urnes. Il faudrait qu'on respecte le choix du peuple. Et que le peuple aurait choisi M. Marcel Fayulu. Bon, la CENI a annoncé un résultat. Vous voyez, on va se retrouver dans la même situation que la Côte d'Ivoire. Parce que jusque-là, il faudrait quand même que la commission, plutôt la Cour suprême, annonce les résultats. L'Église aussi annonce les résultats, mais je pense que si, dans l'estimation des choses, si tous les procès-verbaux sont les mêmes et sont pris en compte de façon normale, il n'est pas question que ces trois organes-là annoncent des résultats différents. Si les résultats sont différents, cela voudrait dire qu'il doit y avoir la main, une main extérieure, une main manipulatrice des résultats. Jusque-là, nous avons appris que M. Félix Tshisekedi avait déjà accepté un consensus. Et après, il est venu pour se détacher du consensus de l'accord et être candidat. Mais qu'est-ce qu'il a reçu comme instruction? Ou alors, qu'est-ce qui a influencé ces dernières décisions? Ou qu'est-ce qui l'a poussé à changer, sinon à jeter ou bien à balayer du revers de la main les accords ou les arrangements qu'ils ont eu à prendre, lui et M. Fayulu, ou bien M. Kabila, avant que les élections ne se déroulent. Mais là où nous sommes inquiets, là où nous sommes un peu sceptiques, c'est que les vidéos qu'on a regardées, il y a une vidéo par exemple, et même il y a une vidéo étrangère de France 24 ou bien de TV5 Monde, où des gens en terre RDC annoncent, parlaient plutôt des résultats, sinon du vainqueur de ces élections-là, une semaine avant la date même du vote. Ça veut dire que le gagnant était connu d'avance. Mais si le gagnant est connu d'avance, pourquoi déranger les pauvres citoyens congolais à aller au vote? Si vous connaissez déjà les résultats, pourquoi ne pas les proclamer et épargner même les longues files d'attente des gens qui abandonnent leurs préoccupations ou bien leurs occupations pour aller se consacrer à satisfaire leurs droits civiques en tant que citoyens congolais, en âge de voter, en règle de voter. Et pourquoi avoir dépensé autant d'argent à recenser la population, à concocter, sinon préparer les listes électorales, les bureaux de vote, à signer des gens pour le fonctionnement de ces bureaux de vote, et puis pour l'acheminement, le comptage, ou bien la sécurisation des urnes, le transport et tout ça. Si les résultats sont connus d'avance, et ça, c'est toujours dans le cadre du continent africain. Alors, aujourd'hui, il s'agit de parler aux Africains. Il s'agit d'amener les Africains à ouvrir les yeux, à se préoccuper surtout de ceux qui y veulent des postes d'élection et essayer de promouvoir en eux et autour d'eux ce qui va dans l'intérêt des populations. Parce que si un candidat, c'est-à-dire si un vainqueur dans une élection, ou dans des élections, est connu d'avance, il faudrait épargner même à la population le fait d'aller voter. Parce que si les gens battent campagne, la population va assister à des meetings pour faire son choix. Il faudrait quand même
montrer du respect et de la considération à cette population. Mais quand on entend des chaînes étrangères ou bien même des gens qui sont au pays, c'est-à-dire en terre RDC, dire que les résultats des élections étaient connus une semaine à l'avant, nous jetons encore le discrédit sur nous-mêmes, Africains, parce que ceux qui sont hors du continent, qui nous regardent, qui suivent nos élections, vont se dire que nous, les Africains, on ne peut pas grandir, on ne peut pas mûrir, on ne peut pas prendre des décisions sages, on ne peut même pas respecter le processus démocratique que nous voulons inculquer à nos générations futures de façon à ce que tout le monde, dans un pays, ait les mêmes chances. Et cela m'envoie au cas de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le cas des élections de 2010, où, compte tenu du fait que M. Alassane Dramane Ouattara savait, avec M. Sarkozy, la France, l'Union européenne et l'ONU, qu'il ne pouvait pas gagner les élections, c'est pour ça qu'ils ont fait ce que tous nous savons. Parce que en RDC, on s'inquiète d'un embrasement du pays, on s'inquiète. Et ça, ce qui est étrange, c'est que ce n'est même pas la population congolaise. Ce sont les acteurs extérieurs, c'est-à-dire ceux qui veulent tirer les ficelles, comme ils l'ont toujours fait dans tous les pays africains. C'est ceux-là aujourd'hui qui disent, qui sont inquiets d'un embrasement parce que ce sont des gens qui vont mourir. Ils sont inquiets parce que ce sont des victimes, ce sont des personnes innocentes qui vont trouver la mort dans une guerre. Et pourtant, revenons au cas de la Côte d'Ivoire, c'est ces mêmes acteurs extérieurs, si je veux parler de l'ONU, de la France et des officiels, pour ne pas dire les politiciens français, la classe politique française, c'est ceux-là qui ont pris la résolution au Conseil de sécurité de l'ONU. Le président Sarkozy, à l'époque, c'est celui-là, c'est de lui qu'il s'agit, c'est lui qui allait vers l'ONU, au Conseil de sécurité, pour faire voter cette résolution-là qui l'autorisait à venir bombarder les bases militaires de la Côte d'Ivoire, la résidence privée du président Laurent Gbagbo. Ils ne l'ont pas retrouvé et ils étaient convaincus maintenant qu'il était au palais. Et même pour pouvoir bombarder les positions, c'est-à-dire là où il était retranché, ils l'ont appelé au téléphone. Et par GPS, d'après ce qu'on a lu dans son livre, par GPS, ils ont su le localiser et il a même dit qu'il y avait des rafales qui venaient de survoler sa tête. C'est là où il s'est rendu compte qu'en fait, ils l'ont appelé pour savoir sa position exacte, c'est-à-dire sa position géographique dans le palais présidentiel, qui est la résidence officielle du président de la République de Côte d'Ivoire. Alors, cela nous ramène à 2 poids, 2 mesures. Un autre fait marquant, c'est que, à partir du moment où toutes les puissances qui se sont ruées vers la RDC, aujourd'hui, ne comprennent pas ou alors font semblant de comprendre ou alors veulent se donner le luxe d'arranger les choses à leur façon, il se trouve que ces puissances-là aujourd'hui sont en train, par le biais de l'ONU, sont en train de se pencher sur un recomptage des voix ou alors une reprise des élections. Mais c'est là où nous prenons l'ONU au mot. Ce sont ce même processus, c'est-à-dire la première option qui consiste au recomptage de voix. C'est ce processus-là que le président Laurent Gbagbo avait demandé, exigé pendant combien de jours avant qu'ils ne prennent la résolution avec leurs rebelles de venir bombarder le palais pour le déloger et aller le déporter à Korogo et ensuite l'envoyer en otage
à la CPI. Et pourquoi aujourd'hui on parle de recomptage de voix? Si ce n'était pas la solution idéale en Côte d'Ivoire, et dans un processus où il y a un litige sur les résultats, on demande de procéder au recomptage, on refuse, et on demande dans un autre pays, on souhaiterait d'ailleurs qu'il y ait un recomptage. C'est là où se situe la procédure de 2 poids 2 mesures. Alors, si nous avons quelque chose à dire dans ce sens, on appelle à la vigilance du peuple congolais et il faudrait qu'ils trouvent les moyens pour régler leur contentieux électoral eux-mêmes, comme nous le disons, eux-mêmes. Ils sont les seuls maîtres de leur destin, ils sont les seuls maîtres de leur bonheur. Personne d'autre ne peut connaître leur bonheur mieux que eux-mêmes, citoyens congolais. Et pour cela, nous aurions souhaité qu'ils fassent fi de toutes ces mains extérieures pour essayer de mélanger, comme on dit en Côte d'Ivoire, pour essayer de mélanger la paix qui devrait sévir au détriment des intérêts propres et personnels de ces mains étrangères. Nous allons passer à une plage publicitaire et nous reviendrons dans le cas pour nous tourner vers le coup d'État manqué ou bien le coup d'État simulé ou bien la mise en scène de coup d'État ou alors le véritable coup d'État mais avorté après au Gabon. Du nouveau à Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agence de voyage Tempo Afrique Travel. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction est notre plaisir. Ok. Les amis, nous revenons sur le plateau pour parler de la deuxième partie de notre émission de ce soir concernant le Gabon. Tout le monde sait sur le continent et même à travers le monde qu'il y a eu un semblant de coup d'État et aux dernières nouvelles, le coup d'État aurait avorté et que les auteurs auraient été pris. Mais là où les choses nous regardons et nous continuons d'observer et nous voudrions comprendre à la fin de leurs enquêtes, parce que c'est ce qui a été annoncé, qu'ils sont en train de faire des enquêtes pour situer les responsabilités. Mais à côté de cela, pour ceux, par exemple, qui sont sur le territoire gabonais, ou alors qui sont autour de cette affaire gabonaise depuis la maladie du président Ali Bongo, beaucoup sont en train de parler d'une mise en scène, c'est-à-dire un simulé de coup d'État et qui serait arrivé comme un avertissement aux autorités gabonaises, un avertissement à la classe politique gabonaise, un avertissement aussi au corps habillé en même temps, parce que comme M. Ali Bongo depuis annoncé au Maroc suite à un AVC, et on a lu dans la presse que ce serait le 3e AVC qu'il a eu, et donc son séjour au Maroc est toujours en cours,
est toujours prolongée et jusqu'à présent, on n'a pas encore à l'horizon une date de retour. On n'a pas encore des informations très justes, disons claires, concernant la situation de M. Ali Bongo. Va-t-il rentrer au pays? Qu'est-ce qui se passe? Les gens l'ont annoncé mort. On l'a présenté acceptant les vœux du gouvernement et des institutions. Et jusque-là, ça continue. Comme je l'ai dit, on n'a aucune date en vue pour son retour au pays. Et compte tenu du fait que dans nos armées, dans nos ministères de défense en Afrique, nous avons toujours des conseillers français, des attachés militaires français, des conseillers militaires français et aussi américains. Donc cela nous ramène à la situation où apparemment un coup d'État ne peut pas être fait sans que ces gens que j'ai cités au début, c'est-à-dire tous ces conseillers militaires, ces attachés militaires et autres, ne soient au courant. Maintenant, peut-être que c'est parce qu'ils ne sont pas au courant que ça a avorté, ou alors c'est parce qu'ils savaient que ça n'allait pas aboutir, qu'ils n'ont rien dit, ou alors c'est eux-mêmes qui ont occasionné ça, comme on l'a dit, comme je viens de le dire au début, que c'est une façon de donner un avertissement à ceux qui sont au pays, puisque le président est au Maroc, à ceux qui sont au pays, au cas où ils voudraient se soulever, ils seront matés. Ou alors, on va s'occuper d'eux, comme on dit communément en Afrique. Sinon, dès que ça a été annoncé, on a vu quand même une partie de la population. Bon, ceux qu'on a vus sur YouTube, la plupart c'était des jeunes gens, je dirais c'était des étudiants ou bien des écoliers et tout ça. Mais on n'a pas vu cette liesse populaire véritable du pays, comme le soulèvement, quand bien même que ce ne soit pas un coup d'État, mais le soulèvement qui a eu lieu, qui a entraîné la chute du président Hosni Moubarak en Égypte, ça a été total. Le Caire, les gens étaient dehors, Alexandrie, et ça a commencé à gagner toutes les autres villes. Et les gens cherchaient à négocier. Et même Bush, le fils Bush en son temps, avait cherché à aider M. Moubarak avec des propositions, tout ça pour se maintenir, mais ça n'a vraiment pas abouti. Et comme ça, il y a eu la chute de ce régime. Et donc, les enjeux au niveau du Gabon sont de taille. Et Mobutu est resté très longtemps. Et voilà son fils qui est là. Ça fait quand même un moment. Et on ne le voit pas à l'horizon se retirer. Même avec les situations de maladie, les cas de maladie du président Bongo, on ne voit pas à l'horizon un discours ou bien un comportement ou alors des consultations dans l'intention de rendre le tablier. Et la population ainsi que les officiels du Gabon devraient quand même se poser des questions. Pourquoi cette absence prolongée? Et s'il y a eu une absence aussi prolongée, vous qui êtes au Gabon, qu'est-ce que vous faites? Et c'est là où nous sommes encore inquiets du comportement des Africains. Parce que dans une situation comme ça, où tout le monde, on a reçu des images du président Bongo, comme je l'ai dit hier dans notre émission du Grand Débat, on l'a vu dans des postures vraiment qui n'honorent pas nous-mêmes les Africains en tant qu'être humain. Et on a refusé, par exemple, ceux avec qui je travaille, nous avons refusé de partager certaines images parce que non seulement ça ne nous honore pas, et puis on ne peut pas nous-mêmes nous tirer des balles dans les pieds
et puis aller demander aux autres pourquoi nous sommes en train de boiter, ou alors pourquoi nous ne marchons pas correctement. On va dénigrer nos leaders et après on se plaint que, par exemple, les Occidentaux ne nous considèrent pas. Et donc on s'est abstenu de divulguer ou bien de partager ou bien de publier ces images-là par respect à la famille Bongo, pour nous-mêmes notre propre respect en tant qu'Africains, en tant que citoyens du monde aussi, mais appartenant au continent africain. Comme je l'ai dit, on ne voudrait pas nous-mêmes être la risée de nous-mêmes, si je peux me répéter ainsi. Et il faudrait quand même que les Gabonais s'organisent, parce que beaucoup de choses sont en train de sortir au grand jour. D'abord, il est au Maroc. On ne sait pas combien de temps il va passer là-bas. Il est vivant, il est mort ou quoi, ça c'est pas notre affaire, mais on suppose qu'il est au Maroc en traitement, puisque la version officielle est qu'il a eu un AVC. Donc à partir de cet instant, on ne va pas attendre. Pourquoi? À supposer qu'il y ait un cas de force majeure, ou même une absence totale, où il est dans des conditions où soit il ne peut pas revenir au pouvoir, ou au quoi, alors vous allez attendre comme ça, on ne sait pas qui fait quoi, et il y a des pays, c'est-à-dire les pays étrangers, les pays occidentaux, qui tirent les ficelles devant vous, quand bien même que vous savez que ces gens-là sont restés pendant combien de temps en train de vous gouverner, en train de diriger tout ce qui tourne autour des affaires économiques du pays. Et voilà, c'est un pays qui est aussi riche que le Zaïre, c'est-à-dire la RDC, dont on parle souvent en qualifiant ce pays comme un scandale géologique. Un scandale géologique, les gens ont utilisé ce terme-là plusieurs fois parce que selon leurs informations, selon leurs enquêtes, ou bien leur procédure, ou bien l'approche, ou bien les consultations géologiques, il n'existe rien dans un sous-sol ailleurs qu'on ne peut trouver en RDC. Et le Gabon aussi, ce sont des petits pays, d'accord, par rapport, sur le plan de la superficie, par rapport à d'autres pays, mais compte tenu des richesses que ces pays-là ont, ils sont considérés et comptés parmi les pays les plus importants du continent. Et donc les Gabonais, tout comme les Congolais, devaient quand même prendre le temps de chercher comment être aux commandes des affaires de leur pays. Pour le Congo, ça se comprend, ils sont dans une phase d'attente de résultats d'élection. Mais pour le cas du Gabon, voilà, le monsieur est parti, le président n'est pas là. Ça fait quand même un bon bout de temps. Et on a assuré, disons, il y a un organe qui assure l'intérim. Mais il faudrait que les choses évoluent autrement. Il faudrait que les Gabonais arrivent à concrétiser, c'est-à-dire à former un gouvernement après des élections ou bien même après des consultations, et je dirais oublier carrément le cas Bongo, parce que quelquefois Dieu joue en notre faveur. Ce n'est pas que nous voulons nous réjouir de la maladie de M. Ali Bongo, mais quelquefois aussi on dit à quelque chose malheur est bon. Voilà une occasion que les Gabonais doivent saisir pour essayer de réaménager tout dans leur pays de façon à ce que les choses pour lesquelles ils se sont battus, le changement qu'ils veulent s'opère correctement.
Et c'est pour cette raison que nous recommandons, par exemple, que les Gabonais se lèvent, qu'ils se secouent les vestes. Peut-être qu'ils ont de la poussière dessus ou bien c'est pas... Il faudrait qu'ils fassent quelque chose. Et là, la balle leur revient. C'est-à-dire la grande partie, les Africains, même dans nos institutions, nous pouvons parler, nous pouvons dénoncer, nous pouvons écrire, nous pouvons crier sur tous les toits ce qui se passe d'anormal dans l'un des pays africains de notre continent, mais la dernière décision, les derniers actes appartiennent à ceux-mêmes qui sont du pays, c'est-à-dire les citoyens du pays. Et donc, on pourra tout dire, on pourra faire des propositions, on pourra critiquer, on pourra dénoncer par le biais des informations que nous avons, mais la dernière décision appartient au peuple gabonais. Et donc, si ce coup d'État-là est un semblant de coup d'État et qu'on a fait ça pour vous intimider, mais il faut prendre vos responsabilités de façon à ce que les choses changent une bonne fois pour toutes. Et on repart pour la seconde plage musicale après la seconde partie. Et la troisième partie, qui est la dernière partie, sera consacrée à la Côte d'Ivoire. Deux volets. Un volet étranger qui concerne la Côte d'Ivoire et un volet typiquement interne qui concerne aussi la Côte d'Ivoire. Et voici notre plage musicale et je vous retrouve tout à l'heure. Chers téléspectateurs, votre émission Grand Débat passe sur Tempo Africa. Restez toujours connectés car nous vous apportons les réalités de l'Afrique. Votre animateur principal est Serge Nyawa qui est toujours là pour être connecté avec vous. Suivez Tempo Afrique TV, la télévision des Africains, pour les Africains, par les Africains. Contactez-nous tempoafrictv.com, iptv.tempoafrictv.com, téléphone 612 804 0295. Email tempoafrictv@gmail.com. Tempo Afrique TV, l'éveil de la conscience africaine. Ok, nous sommes de retour pour la troisième partie, c'est-à-dire la dernière partie de notre émission consacrée à la Côte d'Ivoire. Il s'agit de la situation qui prévaut au plateau concernant le maire élu du plateau et
du rendez-vous du mardi concernant les dernières décisions de la CPI au sujet du procès du président Laurent Gbagbo et de son ministre Blé Boudé. Nous allons parler de la seconde partie, c'est-à-dire le procès à la CPI. Nous attendons, il n'y a vraiment pas grand-chose. C'est surtout un rappel aux Ivoiriens que cette semaine qui va commencer sera une semaine très décisive dans la vie de la Côte d'Ivoire. D'abord, au niveau par exemple du procès de M. Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo et de son ministre Blé Boudé, et des décisions de cette cour qu'il a accusé. On lui a fabriqué des motifs d'accusation qui n'ont pas été prouvés par eux-mêmes. Leurs témoins, qui étaient au départ des témoins à charge, mais qui sont devenus, ou bien se sont transformés en témoins à décharge. Par les faits, disons les preuves, qui n'avaient rien à voir avec le procès, par les preuves fabriquées par Madame le procureur Fatou Bensouda. Et tout ça a été de manière à jeter le discrédit sur la cour, en exposant la cour de par ses manigances, de par les faux calculs, pour ne pas dire un faux procès, puisque tout ce qui comportait les éléments de ce procès, c'est-à-dire depuis les témoins, les preuves, les pièces à conviction, jusqu'à la fin de la première partie, c'est-à-dire la partie de l'accusation, dans la mesure où même ce qui a été considéré comme des bandes, des preuves colossales, se sont avérées, toutes ces choses-là se sont avérées comme du mensonge. Parce que quand dans un procès, dans un pays francophone, on présente des parties qui viennent d'un pays anglophone et on peut faire croire que ces scènes du Kenya ou bien de Sierra Leone se sont déroulées en Côte d'Ivoire, en principe, il ne devait pas avoir de procès. Mais comme la France veut que M. Alassane Draman Ouattara reste là pour finir ses 2 mandats, de façon à leur assurer leurs intérêts économiques, ils ont essayé et ils ont tout fait pour imposer un procès. Mais ça a été un procès à sens unique. Parce qu'aujourd'hui, nous allons vers la fin du procès sans avoir entendu les témoins de l'accusé, sans avoir accepté, sinon sans avoir vu la deuxième partie du procès qui concerne la partie de l'accusé, ses avocats et tout. Ils ont essayé d'avancer légèrement une partie des preuves, ce qui leur a été dit, ou bien encouragé de faire et demander un non-lieu et tout ça. Et personnellement, je dois comprendre que les gens sont restés sur leur fait. Parce que la façon dont les témoins de l'accusation ont défilé, beaucoup d'Africains, et particulièrement d'Ivoiriens, auraient souhaité que les pièces à conviction, que les documents et les documentaires, ou sinon les témoignages de l'accusé, du côté de l'accusé, tout ce qui comporte la défense de l'accusé, n'ont pas pu se passer, et donc les gens sont un peu déçus, les gens sont restés sur leur soif. Mais nous pensons que cette soif-là sera étanchée par les résultats, pour ne pas dire par les décisions qui vont se passer, ou qui seront annoncées
de mardi. Et c'était là le rappel concernant le procès du président Laurent Gbagbo et de son ministre Charles Goudé. La première partie, qui est maintenant considérée comme la deuxième partie, concerne cette affaire de détournement que le pouvoir est en train de chercher à inculquer à M. Owo, qui a gagné les élections municipales, parce que le pouvoir en place de M. Alassane Dramane Ouattara et tous ceux qui sont de son gouvernement veulent à tout prix, coûte que coûte, avoir le plateau, et donc ils cherchent par tous les moyens, sinon l'audit qui donne les informations comme quoi, ou bien les preuves comme quoi M. Owo serait passé pour, disons, se serait installé dans des délits, aurait commis des délits, ce n'est pas une procédure, pour ne pas dire, ce n'est pas un audit proprement dit, parce que c'est un audit tiré par les cheveux, 92 millions pour auditer, pour un faux audit, et aujourd'hui, ils sont après lui. Mais d'après les recommandations de tous les villages ébriés, de tous les villages ébriés qui comportent ou bien constituent le district d'Abidjan, se sont donnés le temps et puis se sont donné la force de la convergence des idées pour pouvoir imposer celui qui a été élu dans le fauteuil de maire. Et ils ont eu à intervenir, à donner les instructions fermes au préfet qui est venu les rencontrer à Nounobo d'abord. Et aujourd'hui, c'est tous les villages qui sont en alerte. Et nous demandons par exemple à tous les Ivoiriens de se mettre avec eux, de façon à ce que l'ordre soit rétabli, pour que M. Owo, qui a été élu, prenne fonction. Et là, pourquoi nous disons que c'est une mise en scène, c'est un coup, c'est-à-dire c'est des trucs qui ont été mis en place de façon à ce que M. Owo ne puisse pas diriger la mairie du plateau. Nous allons procéder par exemple à des rappels. Pendant la campagne, M. Ahmed Bakayoko qui est allé pour épauler leur candidat a dit qu'il y a des gens, c'est-à-dire l'adversaire de leur candidat, qui seraient des prisonniers potentiels, qui sont des prisonniers de c'est-à-dire qu'ils sont des prisonniers en sursis. D'après ces mots, cette situation, cette façon de faire nous ramène à la situation, par exemple, du Congo, où on parle de résultats connus d'avance. Donc, quand ils ont déjà ce prisonnier-là, c'est-à-dire cette affaire-là préparée, qu'ils vont jeter sur lui, et c'était une façon de l'intimider. Pas pour qu'il se retire, parce que au niveau des élections, par exemple, de cet ancien footballeur, M. Kalou Bonaventure, il y a eu la même pratique là-bas pour l'inquiéter, pour l'intimider, mais il n'a pas la tête directe et il ne s'est pas laissé faire. Au point où il a remporté les élections, il les a bien remportées. Et au niveau d'Abidjan, ils ont essayé ça dans la commune du Plateau, mais ils ont même demandé, dans ce captage-là, ils ont voulu déclarer quelqu'un d'autre parce que Sauvignon a transporté par exemple des urnes ailleurs qu'à la CEI, et tout ça a été prononcé, et là en haut, ils l'ont géré en demandant, par exemple, de refaire le vote.
Et en allant pour une deuxième fois aux élections, au niveau, par exemple, du plateau de Port-Boué, de Bassam et d'autres communes encore, où les n'ont pas pu tricher, ils ont été envoyés des gens dans les cours où se trouvaient les urnes, c'est-à-dire où se déroulaient les élections, pour intimider les gens. Donc, cette manière d'intimider M. Owo dans la campagne, il disait qu'il y a des gens qui sont déjà des prisonniers, ils sont en sursis, sont ceci, cela. Ils ont fait M. Owo, ou bien le PCI, qui peut être le candidat du PCI, allait se dire qu'il fallait qu'il se retire pour éviter la prison ou bien pour quoi que ce soit. Mais là où eux-mêmes, ils se font prendre à leur propre piège, on veut faire gérer la commune du plateau par un préfet. Mais qui a mis l'incendie à la mairie du plateau? Ça, c'est la première partie. Deuxièmement, eux-mêmes, ils ont décidé qu'ils devaient avoir une passation de service. Et à la dernière minute, ils ont annulé la passation de service. Et après le texte, il faut croire selon d'après les textes, compte tenu du fait que le 31 décembre est passé, qu'il n'aurait pas prêté serment, il n'aurait pas pris fonction, on doit faire gérer cette commune-là par un préfet. Mais je prends le pouvoir au mot pour dire qu'à l'intérieur, dans les régions, par exemple, du Nord, il y a des élus qui ont été installés après le 31 décembre. Alors, ils n'ont pas pris la résolution de faire administrer ces communes-là par des préfets. Et c'est le cas du plateau seulement. Et c'est le cas du plateau seulement. Alors, ça que nous exigeons, par exemple, de la population d'être vigilants. Nous exigeons de tous ceux qui habitent ou bien qui composent le district d'Abidjan de ne pas céder à ces genres d'intimidation, de ne pas céder à ces genres de tricherie, de manigance du pouvoir. Il y a eu des élections. Quelqu'un a été élu, il faudrait qu'on s'en tienne aux résultats des élections. Il faut que ces gens-là arrivent à gouverner, arrivent à diriger, arrivent à siéger pour diriger leur commune. Et puis dans 5 ans, on se retrouvera pour les prochaines séances. Et d'ailleurs, il faudra que le pouvoir comprenne. Sinon, que les griots du pouvoir comprennent que tout ce qu'ils sont en train de faire, un pouvoir n'est pas éternel. On a vu les monarchies, on a vu les apogées des empires, on a vu, par exemple, des rois, même des présidents qui ont régné, qui ont bien régné, qui ont régné correctement. Mais ils se sont retrouvés dans des situations par gourmandise qui ont effacé tout ce qu'ils ont fait de bon. Alors, je voudrais lancer un appel à tous ceux qui sont du côté du pouvoir, surtout à M. Adou Richard, Monsieur le procureur d'Abidjan, M. Adou Richard. Tout le monde est en train de vous interpeller. Tout le monde est en train de vous dire que si vous pouvez partir, si vous pouvez fuir, si vous pouvez voyager, si vous pouvez vous retirer, de le faire. Mais je ne voudrais même pas évoquer ce point-là. Mais ce que je voudrais vous dire, par exemple, c'est que on a toujours dit que souvent, la mort rend les gens sourds. Je ne parle pas de la mort de M. Adou Richard, mais c'est pour dire que quelquefois, les problèmes qui viennent vers vous vous poussent à ne pas entendre raison.
vous avez quand même assez joué aux cartes, M. Adou. Vous avez quand même fait assez de tort aux prisonniers que vous fabriquez. Et vous avez même eu, d'après ce que nous on a appris, il y a des gens qui ont d'abord été arrêtés avant de fabriquer des chefs d'accusation. On n'a jamais fait ça en justice. Vous-même, au temps où vous êtes assis dans les amphis, en faculté de droit et à l'école des magistrats, et tout ça, qu'est-ce que vous avez eu à cette époque-là dans la tête? Nous ne comprenons pas. Parce que juste là, on ne sait pas quel genre de droit vous dites, ou alors quel genre de droit vous avez appris, ou alors pourquoi le droit que vous avez étudié a changé du coup. Parce que ce que nous on voit, ou alors ce qui se dit, que nous on entend, que nous lisons, même quand on appelle des hommes de droit, ce qu'ils nous disent n'a rien à voir avec ce que vous pratiquez. Parce que quand on se rend chez quelqu'un pour l'arrêter, on lui dit, vous êtes en état d'arrestation parce que, ou alors pour tel chef d'accusation. Mais ce n'est pas après avoir menotté la personne, le jeter en prison, que devant le juge, on lui dit ce qu'on lui reproche. Le cas le plus flagrant plutôt, ça a été le cas du président Laurent Gbagbo. Il n'y avait même pas de mandat d'arrêt quand il a été arrêté. Il a été conduit à Odiéné. Jusqu'à ce qu'il arrive à La Haye, il n'y avait encore pas de mandat d'arrêt. Et c'est après qu'ils ont concocté tout ça. Et je suppose que, puisque vous composez avec le pouvoir, vous n'êtes pas censé ignorer cette pratique-là. Vous y avez pris part. Même si vous n'y avez pas pris part de façon effective, c'est-à-dire signer les documents, et ça encore, je doute. Vous êtes impliqué à partir du moment où vous êtes un homme de droit. Parce que, quand même, la politique est en train de vous arracher même vos connaissances. La politique est en train de vous arracher votre bagage intellectuel. La politique est en train de vous arracher votre carrière professionnelle. Et ça, c'est dangereux. C'est dangereux parce que vous appartenez à une famille. Vous appartenez plutôt à une famille. Vous avez des enfants, je suppose. Vous avez quand même des êtres qui vous sont chers. Alors, jetez votre carrière comme ça à la fenêtre. Pensez au temps, à l'énergie, aux nuits que vous avez passées en train d'étudier pour passer vos classes. Vous ne pouvez pas y renoncer de cette façon. Et j'en appelle à tous les hommes de droit de Côte d'Ivoire, à tous les juges de la Cour suprême. Les hommes vont passer. Le pays va demeurer. Et parmi vous, il y en a qui sont encore très jeunes, qui ont encore beaucoup de temps, qui ont encore le temps aussi de faire carrière, d'avoir des noms dans la justice ivoirienne. Vous ne pouvez pas laisser ces choses-là passer, parce que n'importe comment, à partir du moment où vous êtes des hommes de droit et que vous ne dites pas le droit, ou alors vous cachez le droit, ou alors vous fermez le droit, il va arriver un moment où ce sont des choses qui vont aussi vous emporter. Quand je dis vous emporter, il y a des gens parmi vous qui vont avoir la carrière cassée totalement à cause des actes que vous êtes en train de poser. Mais si vous les posez dans le but de dire le droit tel que prévu par les textes, il y aura toujours cette main salvatrice qui va vous défendre, quel que soit le motif, quelle que soit la situation. Parce que comme disent les Anglais, karma is a bitch. Excusez-moi du terme,
d'utiliser ce mot-là. On dit Kamaïzebek. Pour dire que il y a des actes que vous allez poser, mais il faut avoir peur. Il faut craindre certaines choses. Il faut chercher à préserver certaines valeurs de notre société, de la société africaine, et particulièrement de la société ivoirienne, de la vie et du confort, en plus de la sécurité de nos parents, de ces innocents. Des gens qui se sont retrouvés dans des partis politiques autorisés par le ministère de l'Intérieur. Et ça a été la seule bêtise de leur vie, qui sont en train de croupir en prison. Des gens qu'on a fatigués. Ils donnent même les noms et ils connaissent les visages et les noms de ceux qui les ont torturés. Ce n'est pas par faiblesse que nous autres demandons, nous vous demandons qu'on aille à la réconciliation. Ce n'est pas par peur que nous le disons. Ce n'est pas parce qu'il y a des Ivoiriens qui ont peur d'autres Ivoiriens, ou alors il y a des Ivoiriens qui craignent certains parmi nous. Mais c'est pour la nation, c'est pour la Côte d'Ivoire, c'est pour la République, c'est pour les peuples. Ce cri de cœur, il vient de tout le monde. Même ceux-mêmes qui ont vraiment souffert de la guerre. Je parle au nom du peuple ouest. C'est ceux-là même que je dirais ont vraiment souffert de la guerre, qui nous disent, nous sommes fatigués, allons à la paix. Mais quand ils le disent, ce n'est pas parce qu'ils ont peur du pouvoir en place. Ce n'est pas parce qu'ils craignent le pouvoir en place. Mais partout où vous regardez, ce sont vos frères ivoiriens, vos sœurs ivoiriennes que vous rencontrez. Il ne sert à rien de se taper la poitrine. Aujourd'hui, vous pensez tous que vous êtes forts parce que vous êtes au pouvoir. Mais dites-vous quelque chose. C'est parce que le temps que Dieu a choisi pour votre déclin n'est pas encore arrivé. C'est parce que le temps de votre destin, c'est-à-dire de vos fins, n'est pas encore arrivé que vous pensez que vous êtes fort. Sinon, comme je l'ai dit dans certaines de mes publications, quand Dieu a sonné votre cloche, même des enfants qui n'ont jamais marché encore, qui sont au stade des 4 pattes, c'est-à-dire qui sont assis, deux bébés qui sont assis, qui font 4 pattes, qui se battent, leur palabre peut vous renverser. Ça veut dire que le temps que Dieu a choisi pour vous est arrivé. Et je lance aussi un appel à tous ceux sur les réseaux qui avancent à chaque fois des injures, des commentaires, de manière à énerver les autres qui sont aujourd'hui en train de souffrir de cette administration. Je vous dirai qu'il faudrait que vous trouviez les moyens de vous excuser. Parce que on le fait. On le fait à visage découvert. Il y a des gens aussi qui se cachent. Mais on appartient à des ethnies, on appartient à des villages, on appartient à des régions. Et ce n'est pas normal qu'entre nous, entre les ethnies, ou bien au sein d'une même ethnie, ou bien entre les régions, que nous nous tiraillons, que nous continuions cette façon de s'installer dans une haine au point de dénigrer les autres et prendre du plaisir à le faire. Ce n'est pas normal. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Nous appartenons à des familles parce que Dieu nous a envoyés sur cette terre-là pour jouer notre carte. On doit bien la jouer. Vous n'avez pas le monopole de la violence, encore moins le monopole du désordre. Si vous voulez insister ainsi,
vous pouvez continuer. Vous n'aurez pas de gens armés en face de vous. Mais le moment viendra. On a vu. Vous allez me dire que c'est dans des films. Mais il y a eu des moments où le brave, ou alors le bandit même, c'est surtout le bandit qui se retrouve devant les gens et il appuie sa gâchette, mais on ne sait vraiment pas pourquoi il n'arrive pas à déloger cette balle-là pour la diriger vers son adversaire ou sa cible pour exécuter son désir. Je demande aussi, ça sera mon dernier point, je m'adresse à tous les compatriotes, à tous les Ivoiriens épris de paix et de justice, à tous ceux qui œuvrent pour la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Restons sereins, gardons notre calme, parce que nous attendons la journée du mardi. Il faudrait que nous soyons dignes, sereins, respectueux les uns envers les autres. Nous avons beaucoup à gagner, à perdre. Alors, je vous remercie de m'avoir suivi, d'avoir partagé votre soirée avec moi, qui se fait tard pour ceux qui sont en Europe et ceux qui sont en Afrique. Vraiment merci. Merci de toujours m'accepter et de passer vos dimanches après-midi avec moi et mon réalisateur de charme, M. Malik. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée, bon début de semaine et que Dieu vous garde et veille sur l'Afrique et surtout la Côte d'Ivoire. Bonne nuit.